Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la fiscalité des véhicules en 2024. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Christopher Harold Constant, juriste fiscaliste et juriste en droit des sociétés, qui m'accompagnera et qui va tout vous dire sur les différentes mesures qui sont arrivées dernièrement et qui vont impacter votre activité et votre partie véhicule dans l'agence. Bonjour Christopher. Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on aujourd'hui, Christopher? Je te laisse un peu… Présenter le déroulé? Exactement. Ok. Alors, on va s'intéresser principalement à quatre grandes thématiques. Il va y avoir d'une part la fiscalité des véhicules à l'immatriculation, typiquement, à savoir, est-ce que votre véhicule bénéficie d'un bonus? Est-ce qu'il est tout simplement neutre ou est-ce qu'il bénéficie, ou plutôt subit un malus? Ensuite, on va s'intéresser également à une partie un petit peu plus financière, notamment en matière d'amortissement. Quel type d'amortissement peuvent être pratiqués sur votre véhicule en fonction notamment de son énergie et de la pollution dégagée, voire même, c'est un cas particulier, de son poids. Ensuite, on va s'intéresser également à la taxe afférente aux véhicules affectés à l'activité économique. Cette taxe, on le verra, ne concerne pas tout le monde et tous les véhicules. Il y a des cas particuliers, mais néanmoins, elle existe et je suppose que nombre d'entre vous seront quand même concernés. Et enfin, on reviendra sur les grandes règles de déduction entre les frais réels et du coup les indemnités kilométriques. Et est-ce qu'il peut y avoir un impact effectivement du choix, soit en fiscalité, soit sur par exemple la taxe économique que l'on vient d'évoquer. Voilà, ce sont les quatre grands thèmes que l'on a prévus pour aujourd'hui. Un lourd programme. Oui. On va commencer donc par la fiscalité à l'acquisition. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors oui. Alors, c'est un petit spoiler cette slide. La fiscalité à l'acquisition. Concrètement, selon le type d'énergie de votre véhicule aujourd'hui, et ce ne sera pas forcément par rapport au carburant, mais plus précisément par rapport à la pollution émise par votre véhicule, soit vous bénéficiez d'une aide de l'État qui permet de réduire un peu la facture, soit vous avez une fiscalité à l'immatriculation plus ou moins presque nulle ou neutre, soit effectivement vous subissez un malus. En pratique, ça se traduit par les électriques sous condition bénéficient d'une aide. Les hybrides, encore pour cette année, peuvent également bénéficier d'une fiscalité avantageuse et les véhicules avec une carburation classique, malheureusement, donc typiquement essence, samplon 95, samplon 98, vont effectivement subir des malus assez punitifs. Au niveau des bonus, on peut faire un point rapide. Vous avez déjà un bonus possible jusqu'à 40% de la valeur du véhicule, plafonné en principe à 4 000 € si votre revenu de référence par part est supérieur à 15 400 € ou 7 000 € si votre revenu de référence par part est inférieur du coup à 15 400 €. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir que pour les agents, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, si c'est le cas, bienvenue, qui vivent en Outre-mer, votre bonus peut être bonifié d'un montant de 1 000 € pour les deux roues, puisqu'on ne vous a pas oublié, effectivement, ce n'est pas exactement les mêmes règles. On va avoir pour les moins de 2 kW, ça correspond à peu près à 50 cm3 pour un équivalent électrique, à une aide de 20% limitée à 100 €, c'est peu malheureusement. Et pour plus de 2 kW, ça va jusqu'à 27% du montant d'acquisition, limité à 900 €. Donc ça, c'était pour la partie sympa. Maintenant, on va s'intéresser à la partie un peu moins gentille. Alors, comme on l'a évoqué, il y a un malus écologique à l'immatriculation déjà depuis quelques années et il est devenu un petit peu plus agressif en 2024. Déjà, il faut savoir que le barème débute maintenant à 117 grammes. L'année dernière, c'était 123 grammes. Il y a une plus grande progressivité également du barème. Il faut savoir qu'il est plafonné à 60 000 €. On le verra, ce barème du malus au CO2 va également de pair avec le malus masse. Et donc, du coup, en fonction du montant qui est applicable effectivement à votre véhicule, on pourra dans tous les cas pas dépasser en fait ce montant de 60 000 € qui est déjà énorme. Alors, il y a des abattements quand même qui sont prévus
sur l'estimation en fait du taux de CO2 émis par votre véhicule. Par exemple, pour les familles nombreuses, donc typiquement lorsque vous avez au moins 3 enfants et que cela concerne l'immatriculation d'un véhicule d'au moins 5 places assises, effectivement, vous pouvez avoir un abattement. Pareil pour les véhicules qui, au lieu de fonctionner à un carburant classique, du coup samplon 95 ou peut-être pour des véhicules un peu plus anciens du diesel, des véhicules qui seraient convertis au superéthanol 85. Pareil, vous voyez que vous avez un abattement de 40% sur les taux d'émission de CO2. Voilà. Et après, pour certains véhicules utilitaires, c'est un petit peu plus rare, mais on a reçu déjà des questions en fait sur les véhicules utilitaires, donc ça vaut le coup d'en parler. Pour certains véhicules utilitaires qui seraient transformés en voitures de tourisme, effectivement, il peut y avoir une réduction de 10%, en fait, sous condition. Il faut que la transformation fonction utilitaire vers fonction véhicule de tourisme soit intervenue à partir de 6 mois ou plus, suivant l'immatriculation du véhicule, concrètement. Au niveau du malus masse, comme je vous disais, ça marche de pair, effectivement. Alors, ça fonctionne déjà, enfin, ça concerne tous les véhicules de tourisme classiques et également les petits véhicules utilitaires. Il y a certains véhicules comme certains 4x4, par exemple, ou certains pick-up, qui ont la mention CTTE sur la carte grise. Vous verrez, petit aparté, que en fait, votre véhicule, soit VP ou VU ou CTTE, vous le retrouvez sur votre carte grise. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, dans tous les cas, ce malus masse concerne du coup les véhicules destinés au transport de personnes, principalement. Voilà. Il débute à 1600 kg. Donc, typiquement, on a malheureusement beaucoup de véhicules aujourd'hui modernes qui pèsent lourd. Et effectivement, en fonction de votre véhicule, oui, vous avez ce malus masse également. Il y a quand même des exonérations prévues, comme vous le voyez sur la slide. Typiquement, les véhicules qui sont adaptés pour le transport des personnes à mobilité réduite, ce serait dommage effectivement d'avoir une double punition. Les véhicules également dans le même esprit, acquis par une personne qui a une carte d'invalidité ou qui a à sa charge une personne en invalidité. Et enfin, ça c'est dans l'esprit de la transition énergétique et écologique, les véhicules électriques à hydrogène ou hybrides rechargeables jusqu'au 31 décembre 2024. En 2025, ce sera que électrique ou à hydrogène. Voilà. Okay. Peut-être qu'on peut aborder un… Est-ce qu'on a quelques petits exemples concrets parce que du coup, alors moi tu m'apprends beaucoup de choses, je suis pas très véhicule, mais c'est vrai que voilà, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'un véhicule lambda? Alors pour le coup, on va même tripler la mise. On va voir 3 véhicules qui j'espère sont assez connus des agents. D'accord. On va se faire un petit peu plaisir. Je pense que tu les as pas choisis au hasard, tu as dû avoir pas mal de questions qui ont dû t'orienter. Absolument. Okay. Donc du coup, pour se faire plaisir ce matin, nous allons commencer avec 3 modèles de chez Porsche. Typiquement, on va prendre un Porsche Cayenne essence, ça reste un modèle assez répandu, un Porsche Cayenne hybride, donc motorisation essence et hybride. Et comme il n'y a pas, à ma connaissance, de Porsche Cayenne 100% électrique, j'ai pris un véhicule au plus proche, une Porsche Taycan électrique. Alors typiquement, ce sont des véhicules dont le prix d'achat prohibe malheureusement les aides et bonus dont on a parlé en début de présentation. Donc, on ne va pas aborder du tout de bonus. Par contre, on va s'intéresser à la fiscalité en matière de malus CO2 et malus au poids. Pour le Porsche Cayenne 100% essence, effectivement, on est sur un véhicule où même le modèle de base émet plus de 275 grammes de CO2 par kilomètre. Il est sur la plus haute tranche du barème. Donc, malheureusement, on est d'office sur un malus à 60 000 € en plus, en fait, de l'achat lors de l'immatriculation. Quand bien même il est à 2160 kg, donc vous retenez qu'on est au-dessus des 1600 kg, on est déjà plafonné. Donc, on ne va pas dépasser les 60 000 €. Mais retenez que le malus sur ce type de véhicule-là, effectivement, il est considéré comme polluant. On est à 60 000 €. Un Cayenne hybride maintenant, on a des émissions de CO2 qui, en comparaison, sont très faibles. Elles sont estimées à 42 grammes par kilomètre parcouru dans le véhicule, ce qui fait que, du coup, le malus sur le CO2 tombe à 0. En revanche, comme il est à 2400 kg, on a quand même un petit malus masse de 30 €. On voit quand même une sacrée différence entre déjà les 60 000 € d'un côté et les 30 € de l'autre. Donc, effectivement, on va payer un malus de 30 € en plus sur l'immatriculation. Et enfin, la Porsche Taycan, qui certes pèse 2300 kg, elle est électrique, comme vous voyez. Non seulement, comme elle n'émet pas de CO2, il n'y a pas de malus, mais en plus de ça, comme elle fait partie des exonérations, il n'y a pas non plus de malus masse, concrètement. Voilà.
Donc, sur ces 3 véhicules-là, on voit une sacrée différence à la fiscalité juste à l'immatriculation. Alors, on a une question. Les exonérations malus au poids et émissions CO2 pour PMR fonctionnent-elles lorsque le véhicule est acheté par une SARL? En soi, oui, pour la simple et bonne raison que de toute façon, soit on est sur un véhicule qui est aménagé PMR, ça rentre effectivement dans le dispositif du texte, soit si on est sur une question d'invalidité, la SARL ne pourra pas être détentrice d'une carte d'invalidité, donc ça ne compte pas. Mais par contre, bien entendu, un véhicule qui est modifié pour le transport des personnes à mobilité réduite, oui, que vous soyez entrepreneur individuel ou que vous soyez en SARL aujourd'hui, oui, ça marche. D'accord, ok. Alors là, tu nous as parlé malus. Est-ce qu'il existe des façons d'amortir son véhicule fiscalement? Absolument. Très bonne question et absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, il faut savoir qu'effectivement, dès lors que vous êtes entrepreneur assujetti à un régime réel d'imposition, vous pouvez effectivement pratiquer un amortissement en fait de la valeur de votre véhicule. Attention, il y a des règles. Typiquement, on a un plafonnement aujourd'hui en fonction, encore une fois, du taux d'émission de CO2 du véhicule. Et ça se traduit par des plafonds assez simples. Aujourd'hui, si on prend un véhicule électrique avec pas d'émissions de CO2, vous bénéficiez d'un amortissement jusqu'à 30 000 € sur la valeur du véhicule neuf. Sur un véhicule de tourisme type hybride, on va être en pratique sur un plafond aux alentours de 20 300 €, étant donné qu'on n'est pas sur des émissions nulles, mais on est quand même sur un barème assez bas. Et sur un véhicule classique, eh ben, normalement, on tombe à 9 900 € de plafond d'amortissement. Donc, effectivement, il y a une grosse incitation à rouler dans des véhicules qui émettent le moins possible de polluants et notamment de CO2. Voilà. Donc ça, c'est la règle de base. Il y a des règles maintenant comptables d'amortissement, amortissement linéaire ou amortissement dégressif. Pour le format d'aujourd'hui, on s'intéresse principalement à l'amortissement linéaire, c'est-à-dire que sur l'utilisation d'un véhicule, elle est estimée en principe sur une utilisation normale à 5 ans. Ça veut dire qu'effectivement, vous prenez donc votre valeur de véhicule, bon, en fonction des plafonds, attention, vous divisez par 5, ça vous donne le montant annuel d'amortissement que vous pouvez pratiquer effectivement sur votre véhicule à l'acquisition. Voilà. Ça, ce sont les règles de départ. Quelques précisions effectivement. En principe, les véhicules concernés, ce sont les véhicules acquis à l'état neuf, bien entendu, ou des véhicules qui ont fait, par exemple, l'objet d'un rétrofit. Typiquement, véhicule, par exemple, de collection qui a été modifié pour fonctionner à l'électricité, voire à l'hydrogène. Je pense que c'est plus rare à l'hydrogène, mais électricité, on en a quelques-uns. Vous pouvez effectivement pratiquer un amortissement sur ce type de véhicule si vous en faites l'acquisition. Voilà. Donc, véhicule acheté d'occasion, pas possible du tout. Alors, il y a une tolérance, effectivement, au niveau du texte, et c'est une très bonne question. En principe, ça ne concerne que les véhicules neufs. Maintenant, pour un véhicule suffisamment récent, il faut partir du principe que ce véhicule a potentiellement déjà fait effectivement l'objet d'un amortissement par son précédent propriétaire. Donc, on va prendre effectivement en compte la vétusté et l'ancienneté du véhicule. Retenez qu'un véhicule d'occasion qui a plus de 5 ans, typiquement, risque d'être retoqué par l'administration en cas d'amortissement, alors qu'un véhicule assez récent, effectivement, on va faire un prorata au niveau justement de l'ancienneté du véhicule par rapport à son année d'immatriculation et de mise en circulation. Voilà. Concrètement, c'est un peu la règle ici. Il y a effectivement une tolérance, mais en principe, ça concerne les véhicules neufs. Le texte a été écrit dans cet esprit. Alors, j'ai une autre question. On me demande si pour les véhicules en LOA, en location longue durée, est-ce que là aussi ça fonctionne? Alors, pour les véhicules en location longue durée, alors ça va fonctionner effectivement, mais bien entendu, on va être limité en fonction, à un moment donné, du coût des loyers. Donc, retenez que même si vous prenez un véhicule en LOA, typiquement même un électrique dont le montant d'achat dépasse 30 000 €, très bien, mais par contre, l'amortissement maximal pratiqué restera forcément en fait ce montant de 30 000 et qui sera réparti de manière linéaire en fait chaque année. Voilà. Ok, on me pose une autre question. Oui. Pour un véhicule hybride rechargeable au 20 300, on peut ajouter la valeur de la batterie?
Vous allez un peu plus vite que moi. Ah, On pardon. allait y venir. Bon, bah, tu vois. Donc, effectivement, au niveau des batteries et équipements, parce qu'il n'y a pas que les batteries, du coup, il va y avoir les batteries, il va y avoir les bornes de recharge, et il y a certains véhicules d'ailleurs où on n'est pas forcément sur l'électrique, mais par exemple du GPL, et donc il y a des équipements spécifiques pour fonctionner par exemple au GPL. Effectivement, ces biens corporels peuvent faire l'objet, sous condition, encore une fois, d'un amortissement. Précédemment, il y a eu un régime d'amortissement exceptionnel où on pouvait faire un amortissement un peu canon sur 12 mois. Aujourd'hui, on est aligné en fait sur un amortissement, encore une fois, linéaire, sur la même durée en fait que l'amortissement classique du véhicule. Pour ce cas-là précis, d'ailleurs, c'est intéressant. Même si vous prenez un véhicule d'occasion, mais que vous achetez une batterie neuve, étant donné que pour être amortissable, ce type d'équipement-là, en fait, doit faire l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention bien distincte, en fait, qui permet de l'identifier avec son prix sur la facture d'acquisition. Bah, même si vous avez un véhicule d'occasion, mais que la batterie a été changée à neuf, la batterie sera amortissable, effectivement, du coup, à partir de sa valeur à neuf, pas en pratiquant une vétusté ou une ancienneté quelconque. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et au niveau maintenant des plafonds, en principe au niveau de la batterie, la pratique effectivement admise, c'est un amortissement maximal d'une valeur de 30 000 €. Sachant que, pour vous donner une idée, les plus gros véhicules sur le marché ont des batteries qui vont coûter maximum allez, 35 000 €, 40 000 € pour des véhicules assez lourds et luxueux avec une autonomie conséquente. Je pense à des gros modèles Tesla, des gros modèles BMW. Donc, la plupart du temps, en fait, vous pouvez amortir la totalité du prix de votre batterie. D'accord. Voilà. Okay. Alors, on nous pose la question, je te la pose directement, ça fait un peu cliché, les Porsche. On me demande du coup, c'est ce qu'on me dit, pour les scooters et les vélos, parce qu'on a des agents responsables qui ont un vélo et un peu moins ceux qui ont un scooter, mais bon, ça arrive quand même, notamment pour aller vite chez les clients, je pense. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors déjà pour ces agents un peu plus éco-citoyens que les autres agents qui aiment les véhicules un peu plus sportifs, et je respecte chacun des choix, retenez que ces dispositifs que l'on voit aujourd'hui vont concerner des véhicules qui sont immatriculés. Donc typiquement, si vous avez un vélo électrique, à part effectivement pour faire une déduction plus au titre d'un équipement, on ne va pas rentrer dans la catégorie effectivement véhicule. Là, on va penser plutôt véhicule terrestre à moteur, donc 2 roues, 3 roues ou 4 roues. Et effectivement, la question est très à propos. Et pour ce type de véhicule-là, ben oui, effectivement, un amortissement demeure possible. Et pareil pour les batteries, elles devront quand même être appréciées de manière distincte du véhicule tant qu'elles font l'objet d'une facturation séparée. Comme on est sur des véhicules plus légers, en principe avec des montants en dessous des plafonds que l'on a vus, normalement, vous avez des amortissements totaux sur chacun des véhicules. Voilà, chacun des véhicules, effectivement, que ce soit sur la batterie, que ce soit sur le véhicule en lui-même. Voilà. D'accord, ok. Alors, un autre point... Ah, est-ce qu'on l'a vu? Oui, ou c'est peut-être... Le PTAC? Oui, je pense effectivement, il y a un dispositif, parce qu'on nous a posé la question, effectivement, on n'en a pas parlé. Mais à culpa, je pense que la slide si elle n'y est pas, on va le voir à l'oral de toute manière. Il y a une spécificité de suramortissement. Ce dispositif qui existe, en fait, en principe, normalement pour les véhicules utilitaires, effectivement, dits propres, et pour les poids lourds. Eh ben, le texte, en fait, est écrit de telle manière qu'aujourd'hui, certains véhicules électriques, puisque le texte ne vise pas explicitement, idem pour la doctrine de l'administration fiscale, ça ne vise pas explicitement que les véhicules utilitaires et poids lourds. Il y a des exemples donnés, mais il n'y a pas une exclusion des véhicules de tourisme aujourd'hui. Et dans les différents véhicules électriques modernes, on parlait tout à l'heure de BMW, eh ben, il y a certains véhicules dont le poids total autorisé en charge rentre dans la catégorie de certains poids totaux autorisés en charge de véhicules utilitaires légers. Donc, à la lettre du texte, ces véhicules précisément devraient pouvoir bénéficier, tant qu'ils sont électriques, attention, d'un suramortissement effectivement de 20%, pareil, annuel en fait, linéaire, sur la même règle en fait que les amortissements que l'on a vus jusqu'à présent. Et peut-être pour donner un exemple de chiffrage d'amortissement annuel en fonction de catégorie de véhicules. Alors, bon, j'avoue,
j'aime bien, à titre personnel, les beaux et gros véhicules, donc je me suis permis d'aller chez BMW cette fois-ci et pas forcément chez un constructeur un peu plus C'est pas un classique. cliché achetant, en fait, c'est un cliché juriste, du coup, la voiture. J'assume, j'assume. J'assume. Mais donc, effectivement, je vous propose une comparaison de trois SUV, cette fois-ci de chez BMW. Alors, c'est pas que pour la marque que je les ai choisis, c'est surtout parce qu'en fait, ce sont des constructeurs qui proposent des véhicules très proches avec, pareil, 3 énergies, comme tout à l'heure, électrique, hybride et 100% essence. Et ça permet justement de refléter un petit peu les calculs. Typiquement, sur un BMW iX, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un gros BMW X5 100% électrique. On est sur un poids total autorisé en charge de plus de 3100 kg. Donc, effectivement, ce véhicule bénéficie normalement d'un suramortissement de 20%, soit 6 000 euros. Il a un plafond d'amortissement sur l'achat du véhicule, vu qu'il est électrique, qui est à 30 000 euros. Et la batterie en elle-même, on a un plafond à 30 000 euros encore. Ça permet d'avoir effectivement un amortissement annuel total de 13 200 euros par an. Donc, ce n'est pas négligeable sur l'achat de ce type de véhicule, effectivement, qui bien entendu coûte très cher. Sur maintenant un équivalent hybride, donc on va prendre un X5 classique, là malheureusement on n'a pas de suramortissement. Concrètement, on n'est pas sur une énergie assez propre, entre guillemets, ça ne rentre pas dans le cadre des textes, donc le suramortissement passe à la fenêtre. Et on a un plafond d'amortissement qui est à 20 300 euros. Pour retrouver encore une fois votre réponse sur les barèmes, hein, à savoir quel plafond est praticable sur votre véhicule, regardez combien de CO2 est émis. Et comme ça, vous saurez où vous placer pour avoir un calcul. Donc là, on est à 20 300 euros de plafond, concrètement. Il y a une batterie. La batterie est estimée à peu près à 16 000 euros. Donc effectivement, on va quand même avoir la batterie distincte et d'un côté l'amortissement du véhicule, ce qui fait qu'annuellement, on peut déduire quand même 4 060 euros en fait, sur le véhicule. Donc c'est quand même pas négligeable. Et après, maintenant, pour un BMW 100% essence, cette fois-ci, hein, même avec un PTAC qui est au-delà de 3 tonnes, malheureusement, je n'ai pas de suramortissement. J'ai un plafond assez bas à 9 900 euros, comme je vous le disais tout à l'heure. On est sur des émissions de CO2 à plus de 280 grammes par kilomètre. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir amortir seulement 1 980 euros par an. Donc effectivement, c'est beaucoup plus punitif. Il y a encore une fois une forte incitation finalement des textes à vous encourager à rouler le plus propre possible. Voilà. Alors, on a quelques questions. Donc, en tant que particulier, est-il possible de revendre son véhicule personnel à son EI pour récupérer la trésor? De revendre son véhicule personnel à l'EI agent. Pour inscrire l'EI, enfin pour inscrire le véhicule au titre des immobilisations. Effectivement, ça semble correct, oui, en fait, de revendre le véhicule, finalement, de le faire acquérir par l'entreprise pour pouvoir l'inscrire effectivement au registre des immobilisations, pour la simple et bonne raison que derrière, il y a des règles applicables, bien entendu, ne serait-ce qu'en matière de frais, il y a des conséquences également. Donc, oui, c'est une possibilité, tout comme c'est possible pour une société, typiquement. Après, un autre schéma, c'est non pas l'acquisition par l'EI en fait, du véhicule, mais également dans ce cas-là, ce sera plutôt la mise à disposition du véhicule en fait par le particulier à l'entreprise. Simplement parce qu'en fait on est sur un bien personnel, il y a quand même une utilisation professionnelle et dans ce cas-là on rentre plutôt dans une logique de remboursement de frais en fait, voilà, et d'indemnité au prorata de l'utilisation. Donc ça c'est un autre schéma également et on va y venir tout à l'heure. Voilà. Alors pour un véhicule utilitaire, l'amortissement devient, je pense, total. Effectivement. Est-ce que cela peut fonctionner avec une carte grise? Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Dérive VP. Dérive VP. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, j'espère que tu t'y connais. Dérive VP, alors ça veut dire dérive du véhicule particulier, je pense. À mon sens, non, étant donné que effectivement, cet amortissement pour les véhicules 100% utilitaires, en principe, est pensé dans l'esprit des textes plutôt pour en fait non pas des véhicules destinés au transport de personnes, sauf pour les activités spécifiques transport de personnes et on n'y est pas aujourd'hui, mais vraiment plutôt pour des transports par exemple de biens et marchandises ou alors même certains véhicules techniques.
Dans le cas des agents généraux, effectivement, même si vous faites l'acquisition d'un véhicule utilitaire de place, très bien, vous pouvez l'utiliser, rien ne vous en empêche, et dans ce cas-là, il rentrerait dans la catégorie. Mais par contre, si on est sur un véhicule, soit par exemple CTTE, donc véhicule utilitaire léger, camionnette 5 places, pick-up, soit éventuellement dans le cas effectivement d'un véhicule dérivé, véhicule particulier, non, là ça va pas marcher, on va pas avoir d'amortissement total, on va retrouver les mêmes plafonds que l'on a vus pour les véhicules de tourisme. Voilà. Alors, on me demande les avantages de la LOA versus l'acquisition via un prêt d'un véhicule. Eh ben, on va y venir, effectivement. C'est plutôt ce que... Tu veux qu'on attende, on répondra à la question après, mais pas de souci. Effectivement. Je te pose des questions un peu comme elles viennent, mais c'est vrai que... D'ailleurs. Et après, tu as parlé des batteries tout à l'heure. Oui. Il y a des agents qui ont du coup des véhicules d'occasion oui. et ils demandent est-ce qu'on peut demander à facturer les batteries à part? Alors, pour faire la demande, alors ça, c'est pas du fiscal droit des sociétés, ça va être de la négociation avec le vendeur en soi pour faire une facturation. Typiquement, pour que la facturation soit conforme, on va avoir des mentions requises, identification quand même de l'objet, peut-être un numéro EAN qui est standardisé, le montant encore une fois sur la facture ou à la facturation distincte. Bon, il va y avoir des exigences pour que la facture soit recevable. Maintenant, attention, si vous achetez un véhicule d'occasion, retenez que les amortissements sur les batteries et équipements spécifiques que l'on a évoqués, vu qu'on n'est plus dans le dispositif exceptionnel qui existait précédemment, ça va concerner des achats en principe neufs. On a parlé de tolérance pour les véhicules d'occasion en fonction effectivement de leur ancienneté. Attention sur des équipements où c'est plus difficile effectivement de justifier d'un prorata ou d'une vétusté à part de dire ok, il a été utilisé pour la première fois en telle année. C'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'on est sur des technologies où oui, on voit une érosion comment ça s'appelle de l'autonomie de la batterie, mais par contre en kilométrage c'est compliqué à transposer pour l'expliquer à l'administration fiscale. Donc oui, si vous avez un véhicule d'occasion et que vous prévoyez quand même l'achat d'une batterie neuve avec le vendeur, parce que ça se fait, ok, très bien. Par contre, si on est vraiment sur un véhicule hybride intégré classique, il n'y a pas de changement, bon, c'est un peu limite. D'accord. Une dernière question sur cette partie-là. Donc, le malus écologique ou arnaque fiscale touche quasiment tous les parcs thermiques. Oui. Beaucoup de territoires où utilisation ne permettent pas de sortir du thermique. Effectivement, c'est une remarque pertinente. Sortir 100% du thermique, ça peut être effectivement compliqué. Bon, aujourd'hui, juste pour rappel, malheureusement, je ne peux que me contenter de vous présenter effectivement l'état des textes applicables. Même si on peut partager un avis, et je suis d'accord sur le fait que les textes vont peut-être un peu trop vite, voire même beaucoup trop vite par rapport à la réalité aujourd'hui du parc automobile et également des infrastructures à travers le territoire. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Je ne peux que vous préparer effectivement en fait à la fiscalité correspondante. Mais effectivement, oui, c'est compliqué de partir sur du 100% électrique dans certaines régions. Oui, je vous rejoins. Ouais. Alors, une dernière, parce que tu vois, tu disais que les utilitaires n'étaient pas forcément utilisés, mais j'ai quand même eu pas mal de questions là-dessus. Ah oui. Un utilitaire à double cabine, est-ce que lui, il est en exonération totale? Eh ben, typiquement, non, parce que là, un utilitaire à double cabine va avoir tendance à être en carte grise CTTE. On va être sur des utilitaires avec 2 rangées de sièges. Et donc 2 rangées de sièges, potentiellement transport de personnes, même s'il est catégorie utilitaire en général léger, puisque ils ne prennent pas forcément autant de charges que des utilitaires de place. Donc à part des utilitaires vraiment classiques VU avec 2 places assises à l'étroit, peut-être frontale uniquement, en principe, effectivement, l'amortissement total ne marche pas. D'accord. Voilà. Bon, tu sais qu'avec la convention qu'on a organisée, on s'oriente vraiment vers le véhicule électrique. Du coup, est-ce qu'il y a des incitations aujourd'hui pour les agents qui se dotent de ce type de véhicule, même si on l'a bien vu, en effet, dans certaines parties de la France, c'est un peu plus compliqué, même si ça se développe de plus en plus. Voilà. Quelles sont les incitations, en tous les cas, qui existent pour les véhicules électriques?
Alors, on va faire un parallèle avec la première partie qu'on a vue à l'immatriculation, effectivement. Comme on l'a vu, il y a certains véhicules qui bénéficient quand même d'une aide et d'un bonus. Alors, typiquement, ça va concerner en vrai tous les véhicules qui coûtent moins ou jusqu'à 47 000 euros. Petit contexte juste pour revenir un peu en arrière. Il y a eu un resserrement un petit peu de l'étau effectivement par l'État français sur les véhicules admis, puisque au début, lorsque le texte a été promulgué, les véhicules électriques les plus populaires, c'était des Tesla, typiquement plutôt secteur luxe et sur un prix beaucoup plus élevé. Et donc, il y avait une volonté peut-être plutôt de dire non, on va faire de l'achat plus éco-responsable et pas forcément de l'achat plaisir. Bon, donc l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais effectivement, dans le texte, ce n'était pas ce qui était visé. Donc, il y a eu une limitation déjà. Là, aujourd'hui, on est sur 47 000 euros maximum pour bénéficier, par exemple, d'un bonus écologique. C'est une petite aide. Il y en avait d'autres qui existaient avant qui étaient plus intéressantes. Derrière ça, dans vos régions, et ça par contre c'est spécifique, donc je ne peux pas faire un panorama aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'aides supplémentaires effectivement au titre de votre région. Donc ça, c'est à regarder au cas par cas. Par exemple, pour les 2 roues, si on prend un exemple effectivement, de mémoire Île-de-France, vous bénéficiez effectivement quand même d'une aide non négligeable. On avait pour les professionnels, on avait plus 2 900 euros, je crois, d'aide sur la facture du véhicule, sous condition et sous plafond, bien entendu. À voir si les plafonds changent, mais comme je vous le disais, je ne peux pas faire un panorama national aujourd'hui. Ça change vraiment en fonction de votre emplacement. Donc, retenez qu'il y a déjà ce premier point, en tout cas, à l'acquisition du véhicule. L'autre point, et du coup, c'est là qu'on va faire un petit parallèle, c'est pour les agents qui sont concernés effectivement par les taxes sur les véhicules affectés à l'activité économique. Alors, cette taxe-là, on va le voir, elle ne touche pas tous les agents, mais retenez que dès lors que vous êtes à l'impôt des sociétés ou que vous fonctionnez effectivement en société agent général, je parle SARL, pas société en participation, que SARL à l'IS du coup, normalement vos véhicules sont susceptibles d'être assujettis à cette taxe. Et pourquoi je fais un parallèle? C'est parce que justement les véhicules électriques, en tout cas aujourd'hui, sont exonérés d'office de cette taxe, puisque vous le voyez, l'un des points principaux, c'est le barème CO2. Et donc typiquement, un véhicule électrique n'a pas de barème CO2, donc il y a une exonération d'office. Il y a également des véhicules hybrides, ceux qui polluent le moins, ils bénéficient encore cette année d'une exonération. Attention à l'année prochaine, ils sont susceptibles de rentrer aussi dans le barème. Donc ça, ce sont les incitations principales aujourd'hui, effectivement, pour vous encourager d'une bonne manière et donc pas de manière du coup répressive, du coup, à rouler effectivement en véhicule propre. Voilà. Ok. Du coup, je vais te laisser un peu continuer, parce que là, pour l'instant, on traitera les questions après par rapport à des questions sur les ICA. D'accord. Ok. On va y venir. Alors, la TVS. Premièrement, comme vous l'avez vu, la composante principale, en fait, c'est l'ex-taxe sur les véhicules de société. Aujourd'hui, on parle de taxe afférente aux véhicules affectés à l'activité économique. En réalité, c'est une taxe composée d'une part d'une taxation sur les taux de CO2 émis par la voiture, et d'autre part sur les polluants atmosphériques. Polluants atmosphériques, comprenez par exemple l'émission de particules de métal, alors là, le CO2, c'est du dioxyde de carbone, il va y avoir par exemple du monoxyde, il peut y avoir au niveau des pneus également le nitrile. Bon, il y a des émissions également de polluants atmosphériques qu'on va retrouver dans l'air. Et ça se mesure effectivement au niveau technique. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, bien entendu, mais en tout cas, les données sont faites et transmises par les constructeurs. Donc, en général, à partir de votre carte grise, on va faire simple, ou de votre fiche technique, vous savez si vous rentrez dans l'une ou l'autre déjà des catégories. Les tranches, en 2024, sont devenues encore une fois un peu plus agressives qu'avant. Il y a vraiment une volonté de vous faire rouler le moins polluant possible. Et donc, typiquement, on a une première tranche qui débute déjà dès 14 grammes. Et en plus de ça, alors avant, il y avait moins de tranches et les tarifs étaient peut-être un peu moins durs. Aujourd'hui, effectivement, ça augmente relativement rapidement. Voilà. Comme vous l'avez vu, juste en dessous, ça concerne d'une part les véhicules de tourisme et encore une fois, les petits utilitaires de moins 5 places ou 2 rangées de sièges. Vous voyez qu'il y a effectivement une cohérence avec ce qu'on a déjà vu depuis tout à l'heure, en fait, comme dispositif. Et bien entendu, comme je le disais, les véhicules électriques et à hydrogène, parce qu'effectivement, il y en a sur le marché déjà, sont exonérés des 2 taxes. Au niveau des agents assujettis, parce qu'on a parlé beaucoup des voitures, mais il n'y a pas que les voitures, bien entendu, avant les voitures, il y a vous.
Vous avez aujourd'hui quand même beaucoup d'agents entrepreneurs individuels qui sont encore assujettis au régime impôt sur le revenu. Donc, pour les agents à l'IR, ben, cocorico, vous n'êtes pas concerné par la taxe sur les véhicules affectés à l'activité économique. Donc, ça vous fait une chose à penser en moins, c'est déjà sympa. Maintenant, pour tous les agents, effectivement, comme je le disais, qui sont assujettis à un régime impôt des sociétés, EIRL à l'IS, nouvelle EI avec une option IS, et SARL, c'est pour ça que je ne parlais pas des sociétés en participation en elles-mêmes, ben, votre véhicule, comme je vous le disais, en principe, peut être susceptible de faire l'objet de cette taxe, et c'est là qu'il faut se réintéresser à la qualité du véhicule, l'énergie, ce genre d'éléments. J'avais justement, tu vois la question, un agent EI au BNC. Voilà, voilà. Donc EI au BNC, retenez que non, ça ne vous concerne pas. Voilà. On n'est pas 100% non plus sur une taxe annuelle. Je vous explique pourquoi. Parce que vous pouvez être susceptible d'utiliser un véhicule qu'une partie de l'année, voire de changer de véhicule en cours d'année. Alors très bien. Le législateur a prévu effectivement ce genre de cas, que ce soit en achat, que ce soit en location ou autre, y compris pour les flottes de véhicules. Hein, d'ailleurs, ce sont les mêmes règles applicables. Et effectivement, dans ce cas-là, retenez que on ne va vous taxer qu'au nombre de jours que vous avez utilisé le véhicule. Donc ça, il faut pouvoir le justifier, mais du coup, vous voyez la formule en dessous, effectivement, et ça, ce sera un coefficient applicable, du coup, à la taxe. Alors, les frais réels, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de questions dans cette matière-là. Oui, exactement. Oui, on nous parle beaucoup des indemnités donc, oui. Et des frais. Ok. Alors, peut-être ce qu'on peut faire avant de reprendre les questions, c'est reprendre un petit peu les règles applicables. Oui, je pense que c'est bien de faire le panorama et puis après, je te poserai les questions plus spécifiques. Ok, super. Alors, déjà, retenez que l'agent général, en fait, qui veut déduire des frais, que l'on soit sur de l'indemnité kilométrique ou que l'on soit sur des frais réels, il doit pouvoir justifier de ses déplacements et de la réalité de ses frais. La justification, effectivement, elle peut être apportée par tout moyen. Mais néanmoins, ces moyens doivent être suffisamment précis. Donc, typiquement, lorsque vous faites, vous tenez un agenda et vous faites un compte-rendu détaillé du type de déplacement, les clients que vous allez voir, vous avez un carnet de route, effectivement, ça correspond à votre agenda, formidable. On ne va pas vous challenger, du coup, sur ce type d'éléments pour la déduction des frais de vos véhicules. Retenez aussi qu'en tout cas, pour les déplacements pour le premier aller-retour, attention, c'est un peu spécifique d'ailleurs, pour les déplacements entre le domicile effectivement et le lieu de travail, les 40 premiers kilomètres d'office sont admis en déduction. Si vous allez plus loin et qu'effectivement vous effectuez par exemple 70 km, et du coup il faudra justifier en fait de ces circonstances. Par exemple, votre conjoint, comme vous l'avez écrit, comme c'est écrit sur la slide, votre conjoint par exemple, travaille loin, donc effectivement, vous ne pouvez pas être plus proche, vous êtes obligé de faire 70 km à chaque fois de distance. Là, ça permettrait d'avoir la totalité du kilométrage en déduction. Si vous ne pouvez pas le justifier, on ne retient que les 40 premiers kilomètres, le reste, c'est à votre charge, c'est pas retenu. Un autre cas particulier que j'ai eu, et c'est pour ça que je le partage avec vous dernièrement, c'est pour typiquement des agents qui seraient par exemple contraints de faire un aller-retour le midi pour retourner effectivement du coup déjeuner parce qu'ils n'ont pas la possibilité de déjeuner sur place. C'est pas forcément pour les frais de repas, mais pour les frais de déplacement typiquement. En principe, comme je vous le disais, les frais de déplacement concernent un aller-retour entre le domicile et le bureau. Si vous pouvez justifier de circonstances particulières qui vous obligent effectivement à rentrer chez vous pour manger parce que vous ne pouvez pas soit vous restaurer sur place ou même une alternative avec un coût inférieur en tout cas au coût du déplacement, dans ce cas-là, oui, on peut admettre jusqu'à 2 allers-retours. Ça, c'est une déduction de niche vraiment pour les agents qui n'auraient pas d'autre choix. Mais par contre, attention, il faut encore une fois pouvoir le justifier. Vous ne le justifiez pas, on va retenir qu'un seul aller-retour, point, l'autre serait à votre charge. Et tout à l'heure, quand tu parlais des 40 km, c'était 40 km aller-retour ou… En principe, on est sur 40 km de distance. On ne va pas être sur 40 km aller-retour. C'est-à-dire qu'effectivement, tu habites à 40 km, tu peux y aller, tu peux revenir, ça fonctionne. Par contre, si effectivement… C'est 20-20, ça ne marche pas. 20-20, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Tu as dit que ça ne fonctionnait pas en aller-retour. 40. Ah, d'accord, voilà. ok. 20-20, c'est encore mieux. Ok, je n'avais pas compris, voilà. Excuse-moi. Oui. Ça marche. Par contre, si c'est 2 fois… de poser ma question. D'accord, j'ai compris.
Mieux vaut plus que moins. Voilà. Ça marche. Donc, du coup… Enfin, moins que plus, pardon. Moins que plus, on est d'accord. Et donc, du coup, maintenant, au niveau de la déduction des frais, là, vous retrouvez un petit récapitulatif sur ce tableau. Alors, désolé, il est un petit peu flou, mais j'espère que vous le voyez Il est quand un même petit peu bien. petit, mais de toute façon, tout le monde aura le support Super. à l'issue. Dans l'après-midi, j'enverrai tout D'accord. à tous les agents qui se sont connectés et ils sont nombreux. OK. Alors, ce que vous pouvez retenir en fait de ce tableau, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on va voir si le véhicule est inscrit à l'actif de l'entreprise, donc registre des immobilisations ou non. Et à partir du moment où il est inscrit ou pas, on va avoir des règles distinctes, qu'il s'agisse effectivement du barème kilométrique ou qu'il s'agisse des frais réels. Typiquement, s'il n'est pas inscrit, ça veut dire que c'est un véhicule perso que vous mettez à disposition, entre guillemets, de votre activité économique pour une utilisation professionnelle, en tout cas en partie. Donc, s'il est inscrit effectivement au registre des immobilisations, c'est le cas le plus large. Les intérêts d'emprunt d'office effectivement sont déductibles, hein, puisque du coup l'emprunt est porté en principe par l'activité. Les plafonds que l'on a vus précédemment fonctionnent, le véhicule est amortissable du coup au titre de l'entreprise. Et après les différents frais afférents, que ce soit le carburant, l'assurance, les pneumatiques, les réparations, l'entretien, bon c'est assez large effectivement. Il va y avoir une déduction possible au titre des frais réels. En comparaison, si on s'intéresse aux indemnités kilométriques, alors le barème prend en compte d'office plusieurs éléments, notamment l'amortissement, notamment l'assurance, notamment par exemple le carburant, pneumatique, ce genre d'éléments en fait est déjà compris dans le barème. On ne va pas pouvoir faire de doublons, premièrement. Deuxièmement, maintenant, si on s'intéresse à un véhicule qui est mis à dispo, alors, en principe, les frais réels ne sont pas déductibles, sauf, encore une fois, pour certains remboursements, par exemple le carburant, l'entretien, réparation, au prorata de l'utilisation professionnelle. Pareil pour les péages et frais de garage, ça peut se justifier. On revient encore du coup à la slide précédente, souvenez-vous, tenez une justification la plus exacte possible de vos déplacements pour ne pas être toqué par l'administration fiscale. Voilà. Et maintenant, si on est sur un remboursement d'indemnité kilométrique, effectivement, pour un véhicule qui n'est pas inscrit, c'est plutôt intéressant finalement parce que, comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'éléments qui sont pris en compte d'office par le barème. Donc, on ne va pas être sur du réel, on va être sur de la distance parcourue. Ce qui va répondre à certaines questions que tu m'as posées tout à l'heure, ça va être plutôt sur est-ce qu'on est sur de l'achat ou la location pour le véhicule. Voilà. Typiquement, achat du véhicule, vous l'avez compris, on est sur que des frais réels. Donc, effectivement, on est sur un maximum de déduction. Maintenant, si on est en location ou crédit bail, donc location avec option d'achat, LOA ou LLD, en fait, on va retenir d'une part le montant du loyer en tant que déduction et les frais de carburant. Sur ce type de location, en principe, les frais d'entretien et réparation, ils sont dans le contrat normalement de location, donc vous ne pouvez pas le déduire au titre effectivement de votre activité. Et après, du coup, pareil, au niveau des frais d'amortissement, vous ne supportez pas directement en fait l'amortissement en lui-même du véhicule. Pourquoi? Parce que le véhicule est loué. Donc, à moins que vous en fassiez l'acquisition après, c'est le propriétaire initial du véhicule en fait qui va subir la décote de celui-ci. Après, l'autre solution, si vous appliquez effectivement le barème, ça marche effectivement sur les locations. Il n'y a pas de souci. Attention cependant, c'est une option globale. On va appliquer en fait soit le barème, soit les frais pour chaque véhicule, mais par contre, sur l'agence, soit on estime OK, on applique en fait le barème kilométrique pour tous les véhicules, soit on applique les frais réels pour tous les véhicules. Et ensuite, on voit en fonction en fait de l'usage et des coûts engendrés pour chacun. Mais retenez qu'on ne peut pas effectivement d'une part cumuler les deux et d'autre part on ne peut pas dire OK, j'ai la Peugeot de service, effectivement, je la mets aux indemnités kilométriques et ensuite la Renault de service, par contre, là, je la mets aux frais réels. Non, ce sera du global. J'avais justement la question là-dessus. Est-ce que pour lui, l'agent, il peut avoir en effet son véhicule aux ICA et puis un deuxième véhicule aux frais réels, par exemple pour ses collaborateurs et ses collaboratrices? En principe, ce sera forcément une option globale, effectivement, comme on l'a vu. Ouais. Donc, tu anticipes bien les questions. Merci.
Et après, un autre point intéressant, alors du coup, oui, effectivement, mine de rien, et j'avais oublié ce point-là au niveau des incitations, encore une fois, les véhicules électriques, ben, ils bénéficient d'une majoration de 20% sur le montant des frais. C'est encore une incitation pour dire, ben, roulez le moins polluant possible, puisque ben, là, pareil, vous faites encore quelques économies précieuses. D'accord. Voilà. Alors, je vais te poser pas mal de questions parce que bon, on a quand même un peu de flux. Est-il possible d'avoir une moto immobilisation avec frais réels et une voiture en ICA? Alors, c'est la même chose ou... Pour moi, c'est la même règle applicable. Je dirais ça aussi, hein, mais bon. On va raisonner en termes de, je vais faire mon juriste, on va raisonner en termes de véhicules terrestres à moteur. Et comme on est en termes de véhicules terrestres à moteur, ben, effectivement, si la moto, par exemple, elle est en frais réels, la voiture aussi devrait être en frais réels. Ce sont deux véhicules terrestres à moteur. D'accord. Alors, j'exerce dans le cadre d'une SARL agent. J'ai opté pour le remboursement des frais selon le barème kilométrique. La SARL est-elle assujettie à la TAE sur les véhicules, à la taxe, je pense, sur les véhicules? Alors, très bonne question et ça tombe très bien parce que eh ben, on allait y venir. Et donc, merci pour cette question, effectivement. Le véhicule peut effectivement, lorsqu'il bénéficie d'un remboursement d'indemnité kilométrique, être assujetti à la taxe affectée, en fait, à la taxe afférente aux véhicules affectés à l'activité économique, que l'on a vu tout à l'heure. Néanmoins, il y a un coefficient pondérateur en fonction, effectivement, de la distance qui est parcourue in fine. Et en plus de ça, derrière, quand même, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a également un abattement qui est appliqué derrière lorsque le véhicule fait l'objet d'ICA, mais que quand même, il est assujetti à la TVS. Donc, ça permet quand même de limiter un maximum les cas dans lesquels les véhicules qui font l'objet d'un remboursement d'ICA doivent être réintégrés en fait dans l'assiette de cette taxe. Effectivement. Voilà. Le choix entre les ICA et les frais réels peut-il se faire chaque année? En principe, oui. Effectivement, c'est un choix sur option. Et donc, oui, ça va se faire chaque année. Oui. Oui. Alors, en LDD, comment est calculé le montant déductible? En LDD? Ouais. On va être sur les mêmes règles que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais bien de LOA ou Crédit Bail. LDD, on va rentrer dans la catégorie Crédit Bail, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va être déductible, ce sera principalement le loyer et les frais de carburant, ou alors, sur barème, les ICA. D'accord. Alors, peut-on mettre au réel le véhicule de service de la SPEC et les véhicules des EIRL en ICA, encore une fois? Alors, il ne faut pas réfléchir de cette manière. C'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que la SPEC en elle-même n'a pas de personnalité morale. Cela signifie qu'en réalité, même s'il y a une mise en commun de ce véhicule, et peu importe comment vous avez fait l'acquisition avec le contrat, hein, bien entendu, vous avez peut-être mis la SPEC dessus, en fait, ce n'est pas la SPEC qui est propriétaire. Donc, ça veut dire qu'en soi, votre véhicule qui est mis en commun dans la SPEC, en réalité, il retombe encore sur les EIRL. Donc, en fait, en tout cas, sachant que vous n'êtes pas tenu, si vous êtes dans une SEP, alors c'est une question intéressante, vous n'êtes pas tenu, vous, de faire comme votre associé. Si votre associé va aux frais réels et vous allez utiliser le barème ICA, libre à vous. Et si vous êtes sur le même véhicule, là c'est un cas particulier, donc attention quand même, on va regarder le prorata d'utilisation de ce véhicule pour votre entreprise. Retenez que tout à l'heure, effectivement, on a vu que c'est encore une fois au prorata d'utilisation, soit sur la durée, soit du coup, si c'est un véhicule partagé, combien vous faites, effectivement. Et du coup, sur votre structure, non pas sur la SPEC, mais du coup sur l'EIRL de chacun, là, vous allez regarder ce que vous allez pouvoir déduire. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est un cas particulier. On peut avoir un véhicule partagé, on peut avoir un associé d'un côté qui fait que du frais réel sur son prorata et un associé qui ferait que de l'ICA sur son prorata. Après, attention, puisque là, ça c'est de la théorie à partir des textes et la manière dont ils sont écrits. En pratique, l'administration fiscale ne va pas aimer et ça va forcément déclencher un contrôle ou des complications. Donc, si vous avez un véhicule effectivement partagé en termes d'utilisation, faites une option globale, ça vous évitera des complications avec l'administration fiscale, très concrètement. Voilà.
Alors, peut-on sur les notes de frais déduire les déplacements domicile-bureau qu'on ne peut déduire que sur la déclaration de revenus? Sur les notes de frais. Ouais, alors là, j'avoue que ça me... Moi Alors, aussi. la question me semble un petit peu obscure. Ce que je peux vous proposer pour cette question-là, parce que j'aurais besoin de plus de détails pour vous répondre concrètement, c'est peut-être de revenir vers moi. Il y a mes coordonnées normalement. Oui, bien sûr. Et puis dans l'email que j'adresserai cet après-midi avec le support, il y aura les coordonnées. J'ai déjà eu des demandes de rendez-vous. Je leur ai dit de t'adresser un mail. Donc voilà, on va le traiter comme ça en effet. Ok, et comme ça sera peut-être plus fluide effectivement. Alors j'avais une question. Alors là, c'est sur les véhicules électriques. Typiquement, j'ai un véhicule électrique et ma prise est à la maison. Est-ce que je peux le déduire ou pas? Enfin, comment je peux faire? Alors là, effectivement, c'est une très bonne question. On va retomber en fait sur la notion d'affectation, encore une fois, à l'activité pro. On est plus sur une règle comptable. Et est-ce qu'on va être sur une borne qui, certes, elle est à la maison et c'est un équipement qui est quand même inscrit à l'actif, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être soit dans le local ou hors local, hein, ça peut être hors sol et c'est admis, soit on est sur un bien qui a été acquis à titre privé et du coup dans la maison privée, point. Donc si effectivement il est inscrit finalement dans le registre des immeubles et qu'à côté de ça, il a été acquis par l'entreprise, oui, moi j'ai pas de souci. Si par contre il a été uniquement acquis à titre perso et qu'en plus il est dans la maison, non, là bien entendu malheureusement ça fonctionnera pas. Alors j'aime bien celle-ci. En cas de mise à disposition d'un véhicule 100% électrique pour un salarié de la SPEC, avons-nous accès aux mêmes avantages? Quel traitement fiscal? Alors oui, vous avez accès aux mêmes avantages. Quand je dis vous avez accès aux mêmes avantages, j'entends remboursement des indemnités kilométriques, oui, ça marche. Au niveau des frais, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une bonification, par exemple, selon le type d'énergie. Pour l'électrique, il pouvait y avoir une majoration de 20%. En soi, ça fonctionne. Et du coup, les électriques, de toute façon, sont exonérés de taxes, sur les véhicules affectés à l'activité économique. Donc, typiquement, oui, en soi, ça fonctionne. Encore une fois, ça reste une forme d'économie et de fiscalité verte. Pouvons-nous avoir deux véhicules aux ICA, aux frais ou aux frais réels, sur la même agence, sur une agence allière? Sur la même agence allière. Je pense que c'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va être en fait sur des agents classiques, donc non propres, effectivement, et qui choisissent soit frais réels, soit indemnité kilométrique. Les deux véhicules. Les deux véhicules. Ouais. Même s'il y a deux véhicules en soi, oui, c'est possible d'avoir deux véhicules et ce sera un barème apprécié par véhicule. Ce ne sera pas apprécié de manière globale. On ne va pas dire, OK, A plus B. On va dire, OK, A a fait par exemple 15 000 km dans l'année. Voilà les frais correspondants. B a fait 30 000 km dans l'année. Voilà les frais correspondants. Ou alors, A a fait par exemple 15 000 km. Voilà selon le barème. Et B a fait pareil les 30 000 km, voilà selon le barème. Et effectivement, c'est ce qui sera praticable. Alors après, j'ai une question, c'est donc mon véhicule électrique qui est en LOA et le loyer payé par mon EIRL, alias. Donc en fait, là, ce qu'on me demande, c'est est-ce que mon comptable ne déduit qu'une partie du loyer sur usage pro, est-ce que c'est bon ou pas? Il ne déduit qu'une partie du loyer sur usage pro. Alors attends, je veux bien relire la question. Juste en fait, tu l'as ici. Alors, il est en LOA et le loyer est payé par mon EIRL alias. Et la suite, tu l'as là. Très bien. Ok, le loyer, ok, d'accord, très bien. Et il ne déduit qu'une partie du loyer, uniquement l'usage pro. On parle d'un véhicule du coup en LOA, mais à titre perso, et du coup mis à dispo de l'EIRL? Là, c'est pas précisé. Je pense que c'est. Ouais, je ne sais pas. D'accord. Bon. Pareil, là, il faudra préciser. J'aurais peut-être besoin que vous reveniez vers moi par mail. N'hésitez pas, encore une fois. Même s'il y a beaucoup de demandes, je ne vous oublie pas, je reviens forcément vers vous. Et effectivement, revenez peut-être vers moi pour avoir un petit peu plus de précision sur la manière en fait, dont vous avez fait l'acquisition. C'est du leasing pro. Leasing pro, si c'est sur le IRL, en soi, oui, ça fonctionne. De toute façon, retenez que même pour un bien pro, même si vous en faites in fine un usage mixte,
pour rester en fait dans une gestion normale, ce que l'on va retenir, et c'est ce qu'il faut que vous justifiez, en fait, c'est tous les usages professionnels, pas les usages perso. Donc effectivement, là, on est dans un bien, bon, du coup, c'est rapide, super, c'est en direct. On est effectivement dans un bien acquis par le IRL, enfin en LOA du coup par le IRL. La déduction est pratiquée par le IRL au titre de l'activité professionnelle. Oui, ça fonctionne. Et je vous encourage à vous limiter effectivement que à la déduction de l'usage professionnel et pas à la fraction personnelle du bien, qui ne correspondrait pas en principe à l'activité de l'entreprise. Là, on est encore sur une autre notion, pas juste sur la fiscalité des frais, mais également sur une notion de bonne gestion et enfin de bonne gestion justement des biens affectés à l'activité économique de l'entreprise. Voilà. D'accord. Ok, je te laisse continuer un petit peu ou tu as à peu près fini parce qu'on arrive à la fin de notre présentation, mais je ne sais pas s'il te reste encore un petit peu de temps, soit pour prendre quelques questions, soit pour… Effectivement, on a à peu près tout vu. J'avais fait juste alors ça on l'a déjà vu, sauf de ma part. Bon, j'avais prévu au cas où des exemples, mais si c'est clair pour on tout les le remettra monde, de toute façon dans le support parce que voilà. Y en a pas mal qui en effet me disent que bon, tu as bon goût en matière de voiture. Merci. Et qu'ils auraient bien aimé les voir à l'écran, donc on les remettra dans le support, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, super. Donc voilà. Pour toutes vos questions, en tous les cas, n'hésitez pas à contacter Christopher, d'autant plus que voilà, c'est son sujet de prédilection, bizarrement. Il aime beaucoup les voitures. Donc, je me demande pourquoi. Donc voilà. Mais en tous les cas, on a été ravis de vous accueillir parce que du coup, le webinaire touche à sa fin. Merci pour vos interactions. Merci pour vos questions. N'hésitez pas, en tous les cas, à écrire à Christopher. Je vous donnerai ses coordonnées dans un mail cet après-midi. Merci à toi. Et puis, du coup, à très vite pour un nouveau webinaire. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.